Bienvenue, bienvenue, bienvenue. J'ai une très bonne nouvelle pour vous aujourd'hui. Alors, est-ce que ça fait pas du bien d'être du retour en grand écran? Est-ce que c'est pas magnifique? Voilà, fini avec le 4 tiers. On est de nouveau sur un format plus large qui prend tout votre écran. Si c'est pas magnifique. Aujourd'hui, je ne vais pas répondre qu'à une seule question, mais je vais parler d'un sujet qui revient très souvent dans mes DM Instagram, dans mes messages privés. C'est les questions que les gens me posent le plus. Ça revient aussi assez souvent dans les commentaires. On va parler du développement et du scan. Et pourquoi est-ce que je ne le fais pas à la maison? Et pourquoi est-ce que ça risque de changer? Quand je dis ça risque de changer, ça a déjà commencé à changer. C'est une vidéo que j'ai envie de faire depuis très longtemps, mais j'ai jamais vraiment eu le temps et aujourd'hui je pense que c'est le moment parfait pour le faire pour une raison très simple. C'est que j'ai commencé à scanner chez moi et je vais vous expliquer pourquoi. Honnêtement, jusqu'au mois passé, j'ai toujours dit à tout le monde que je ne trouvais pas intelligent de faire les scans chez soi quand on peut le faire au labo. Et il y a une raison très simple derrière, c'est que les scans au labo sont souvent que 5, 10, voire grand maximum 15 € par pellicule. Et que scanner une pellicule de 36 poses par exemple à la maison, ça peut prendre 1, 2, voire 3 heures. Il vous suffit donc de faire un petit calcul mathématique dans votre tête. Est-ce que 3 heures de votre temps, ça vaut vraiment que 15 €? Personnellement, non. Et voici la raison principale pour laquelle j'ai toujours fait faire mes scans au labo plutôt que de les faire chez moi. C'est parce que ça prend trop de temps à faire à la maison et que le temps investi est trop grand par rapport à combien coûte le scan au labo. Il y a toujours des exceptions, des cas spécifiques dans lesquels vous voudriez peut-être ne pas faire les scans au labo. Je pense à 2 cas spécifiques. Cas 1, le labo est simplement trop loin de chez vous et c'est genre trop pénible de s'y rendre. Voilà, c'est pour ça que vous faites ça chez vous. Cas 2, vous faites peut-être un genre de photographie qui est peut-être trop intime et ça vous dérange l'idée que quelqu'un que vous ne connaissez pas forcément puisse voir les négatifs ou les scans. Voilà. Il y a un 3e cas aussi auquel je n'avais pas spécifiquement pensé et c'est le contrôle. Le contrôle qu'on peut avoir sur ces scans. Pourquoi est-ce que j'y ai pas pensé? C'est tout simple. Parce que dans le labo où j'allais faire scanner mes pellicules, j'avais aussi un contrôle sur mes scans, tout simplement parce que les personnes qui travaillaient dans ce labo sont des gens avec qui j'ai eu bossé par le passé, c'est des ex-collègues, on peut même dire que ce sont des amis, et ils savent exactement, spécifiquement une des laborantines qui travaille là-bas, elle sait exactement comment scanner mes pellicules pour que je sois content. Elle me faisait des scans très neutres qui me permettaient moi ensuite de facilement les retoucher après et d'avoir le look que je souhaitais en poste. Et en fait, ce que j'ai pas réalisé, c'est que pas tous les labos ont une laborantine aussi compétente que celle-là et pas tous les labos ont simplement le temps de vous faire vos scans à la demande avec les réglages que vous voulez. Par exemple, le labo à Lausanne auquel je suis allé la dernière fois, il s'avère que des fois ils font jusqu'à 80 pellicules dans une journée. Vous pouvez donc imaginer que chaque pellicule est faite quand même très vite et qu'il n'y a pas beaucoup de marge de manœuvre, hein, que la personne derrière le scanner utilise le même scanner que celui qui était utilisé au labo où j'allais avant. Dans ce labo à Lausanne, elle utilise beaucoup d'automatisme parce que c'est la seule façon de réussir à scanner 80 pellicules en une journée sans devenir cinglé. Et du coup, on peut comprendre que la qualité du scan, elle périt en fait, elle est juste moins bonne, même très moins bonne. Et c'est ça qui m'a incité à commencer à scanner chez moi. À chaque fois que je parle d'argentique sur cette chaîne YouTube ces dernières fois, parce que c'est vrai que j'ai parlé un peu plus des sujets polémiques autour de l'argentique et moins vraiment juste partager des photos, c'est un peu ce que je suis en train de faire aujourd'hui d'ailleurs, hein, mais c'est pas grave. En parlant d'argentique sur cette chaîne YouTube, à chaque fois j'ai genre 2 ou 3 personnes qui vont débarquer dans mes commentaires et qui vont me dire que ok, j'aime pas trop l'argentique parce que souvent je laisse paraître l'impression que j'aime pas l'argentique parce que récemment j'ai fait que de dire du mal de l'argentique, surtout à cause des prix. Ces gens viennent me dire dans mes commentaires qu'en fait c'est normal que j'apprécie pas l'argentique, c'est parce que je le fais pas entièrement, c'est parce que je développe pas moi-même, c'est parce que je scanne pas moi-même et du coup j'ai pas toute l'expérience. Ces personnes pensent naïvement que je n'ai jamais développé, que je n'ai jamais scanné par moi-même. Ils ne savent pas que j'ai bossé dans un labo pendant presque 3 ans et que j'ai scanné des centaines, si c'est pas des milliers de pellicules. Oui, c'est des milliers de pellicules, honnêtement. J'ai développé et scanné des milliers de pellicules pour des clients du monde entier.
Du monde entier, oui, on a des clients qui viennent de partout, surtout quand je bossais à Genève. Et du coup, je connais bien le scan, je connais bien le développement. Et en fait, de l'avoir fait comme métier principal pendant 3 ans, fait que j'ai plus envie de le faire pour moi aujourd'hui. Parce que quand mon labo me demande que 5, 8, 7, 9, 10 euros pour un scan ou pour un développement plus scan, des fois c'est 15 euros au total, et ben honnêtement, moi je me vois mal passer 3 heures chez moi à faire ça quand ça peut être fait pour 15 euros. Et je me vois mal dépenser et acheter tout le matériel nécessaire pour faire ça quand il y a du matériel compétent et maintenu en forme directement au labo. Je fais très peu de noir et blanc, vous savez, et la raison pour laquelle je fais moins de noir et blanc, c'est parce que le développement justement coûte plus cher, parce qu'il est fait à la main, dans le labo où je vais en tout cas. Et je pense que le noir et blanc doit toujours être fait à la main en principe, parce qu'il y a des machines qui le font, je sais qu'elles existent. C'est juste très peu commun parce que le noir et blanc c'est tellement... Chaque pellicule fonctionne un peu à sa sauce, donc c'est assez normal qu'au final on les développe à la main, une à une. C'est pour ça que le développement noir et blanc coûte toujours plus cher en général. Le développement couleur par contre, tant que c'est du C41, tant que la pellicule est faite pour le C41, bah c'est qu'elle est faite pour être développée avec le procédé C41. C41 c'est pas juste un type de pellicule, c'est vraiment un procédé avec un type de développement qui est conçu pour être fait en machine et dont les meilleurs résultats sortent souvent d'une machine qui, ok, aurait été calibrée proprement, mais c'est fait pour être fait en machine. Et c'est pour ça que là où je vais, ils me demandent que 8 euros pour un développement de pellicule. Ça reste cher, mais on est en Suisse, donc je suis quasi sûr que chez vous en France, ça peut être beaucoup moins cher que ça. Et franchement, chez eux, en tout cas, ça leur coûte rien de faire ces développements. Genre oui, il faut maintenir la machine en marche, il faut la faire fonctionner, elle doit consommer quand même pas mal d'électricité, et puis aussi il faut remplir les chimies régulièrement, la laver, etc. Mais basiquement, ils mettent la pellicule dans un bout, et puis 5 minutes après, elle est sortie, elle est développée. C'est assez formidable, hein, le C41 c'est magique pour ça. Et puis on a moins de marge de manœuvre avec le C41, parce que de toute façon, c'est vraiment un procédé qui est fait, pour être exécuté de la même façon à chaque fois. Et il n'y a pas vraiment de grand intérêt à développer ces pellicules C41 avec plus ou moins de dilution, ou avec une plus haute ou une plus basse température, ou alors plus ou moins longtemps, parce que tout ce que ça crée en général, c'est des imbalances de couleurs au niveau des colorants, mais ça change pas grand-chose à l'exposition, à la densité ou au contraste du film. Du coup, il n'y a pas trop d'intérêt de faire le développement C41 à la main, si notre but c'est d'avoir le contrôle dessus. Pour ce qui est par contre du scan, alors là, on revient au scan. Donc vous avez compris, le développement, je le fais faire au labo. J'ai aucun souci avec ça. Je suis content des résultats. Ça me coûte 8 francs par pellicule. C'est super. Le scan, par contre, je le fais à la maison maintenant. Pourquoi ? Parce que le labo où j'allais, où il y avait cette super laborantine qui faisait mes scans exactement comme je voulais. Parce que oui, au scan, même quand c'est un scanner pro ou même quand c'est un scanner amateur, il y a 1 million de réglages manuels, automatiques, etc. au niveau du scanner, qui peuvent être enclenchés ou non, qui peuvent être changés, qui peuvent être modifiés. Et pour obtenir des résultats que j'aimais vraiment du scanner qu'ils avaient au labo, il fallait vraiment débrayer beaucoup des réglages automatiques en manuel, et il fallait passer quand même pas mal de temps par pellicule. Et en fait, la laborantine qui me faisait ça, elle a pris sa retraite, enfin elle a changé de secteur en gros. Elle a démissionné. Je crois que ça faisait 35 ans qu'elle faisait ça, mais elle a arrêté, elle a fini, c'est terminé. Du coup, je vois plus tellement l'intérêt de me déplacer jusqu'à l'autre bout de la Suisse pour aller faire mes développements de pellicules. Et au labo à Lausanne, ils font 8 ans de pellicules par jour, donc ils ont pas du tout le temps de me faire des faveurs et de me faire des scans spéciaux juste pour moi. Résultat, je suis effectivement pas du tout content de comment les scans sortent quand c'est fait avec le scanner qui est majoritairement en automatique. Les résultats sont trop contrastés, sont des fois trop jaunes, des fois pas assez fins, pas assez détaillés. Le grain est pas toujours juste, parce que beaucoup de ces scanners par défaut utilisent la réduction de bruit. Pourquoi ? Donc j'ai décidé que pour la fin de 2024 et pour le futur, je scannerai à la maison. Comment ? Comment est-ce que je scanne à la maison ? C'est la question qui est souvent venue dans mes commentaires, et à chaque fois j'ai répondu aux personnes que je ne scannais pas moi, donc je ne peux pas vous donner de conseils sur quel type de scanner utiliser. Tout ce que je sais, c'est qu'on évite les Epson à plat, parce que c'est... Je connais quelques photographes qui en utilisent et qui ont de très très beaux résultats, qui font de très belles photos avec. Bravo à eux. Parce qu'alors moi, 3 ans à utiliser ces scanners au labo passe pas vraiment pour les négatifs, mais plus pour le scan de photos. Je peux vous dire que c'est pas des machines très faciles à dompter, surtout comparé à d'autres méthodes
qui vous feront gagner du temps, qui vous donneront des résultats plus satisfaisants. Et ma méthode préférée, oui, c'est de commander sur eBay un oriflamme. Non, je rigole. Ma méthode préférée, c'est le scan à l'appareil numérique. Donc le but, c'est simplement de faire une photo de son négatif avec un objectif macro sur un boîtier hybride ou réflexe actuel et récent. Et ensuite, on peut convertir à la main ou à l'aide d'un petit plugin qui coûte quand même 100 €, qui s'appelle Negative Lab Pro, pas du tout sponsorisé. Rien de ce que je dis aujourd'hui n'est sponsorisé par rien du tout. C'est moi qui suis honnête avec vous et qui réponds à des questions. Voilà. Pour scanner vos négatifs à la maison avec un appareil photo, il vous faut un appareil photo actuel, un objectif macro, un genre de banderole pro ou alors un trépied qui vous permet de vraiment pointer vers le bas, une petite table lumineuse. J'ai vu des gens utiliser des iPads. Faut juste que vous éloigniez le négatif un peu de la table lumineuse pour éviter qu'on voit les pixels. Il vous faut quelque chose pour tenir le négatif. Franchement, n'importe quoi qui peut tenir le négatif en place, c'est bien. Personnellement, vu que je me suis dit que j'allais faire ça peut-être un peu plus sérieusement, et peut-être même offrir le service à des amis, je sais pas, j'ai dépensé 700 €, oui c'est beaucoup, dans du matériel de chez Negative Supply. Encore une fois, pas sponsorisé. Et heureusement que je suis pas sponsorisé parce que j'ai pas que du bon à dire sur ce matériel. 700 € chez Negative Supply, je me suis acheté donc un banderole pro, une table lumineuse avec un CRI de 60-20-19 ou 99 pour les gens normaux, et des petits machins imprimés en 3D rigolos dans lesquels vous pouvez slider vos films, vos pellicules et les faire coulisser. Comme j'ai dit, ça m'a coûté 700 € le tout. Chez Negative Supply, de ce que j'ai vu, on a plusieurs gammes et ensuite on a plusieurs versions. Et j'ai pris le kit qui était le plus complet et le moins cher, 700 € quand même. Et ça, c'est sans compter le prix de l'appareil et de l'objectif macro que heureusement j'avais déjà. Pour les premiers tests que j'ai effectués, j'ai utilisé un R5 avec un 100 mm 2.8 macro Canon d'ancienne génération. Donc voici à quoi ressemble le setup que vous voyez ici, avec des éléments qui viennent de chez Negative Supply. Je suis encore pas certain si je recommande absolument le matos de Negative Supply ou pas, on va voir pourquoi. Un banderole pro qui vous permet de pointer un appareil très droit vers le bas. Ici, vous voyez que il branle un peu le truc de Negative Supply, je suis pas méga content, on verra comment je peux arranger ça, mais voilà. Il vous faut donc un boîtier numérique actuel, il n'a pas besoin d'être si actuel que ça, mais la vérité c'est que le meilleur il est, le meilleur les résultats seront. Donc moi je triche un peu parce que j'ai un R5, c'est quand même assez haut de gamme. J'ai même une pote qui fait ça avec un Nikon D3100, donc un boîtier qui commence à dater. Franchement, il n'y a pas besoin d'un boîtier si haut de gamme que ça. Moi je me la pète, pourquoi ? Parce que j'ai ce R5 à disposition. Et que je l'utilise pas pour grand chose d'autre puisque je l'utilise plus pour la vidéo que pour la photo. Et du coup pour la photo ça m'a permis de le paramétrer spécifiquement pour l'utiliser ici. Très important, un objectif macro. Vous pouvez aussi utiliser un objectif pas macro avec des bagues à longe, mais c'est quand même mieux si vous avez une optique de qualité, ça c'est certain. On a ici la table lumineuse et un espèce de passe-vue qui vous permet de coulisser votre pellicule à l'intérieur et de la faire passer comme ça. Et c'est très rapide. Une fois que la pellicule elle est coincée là-dedans, ça vient aussi de chez Negative Supply. Ça se voit clairement que c'est un truc qui a été imprimé en 3D, donc je pense qu'il y a moyen de vous en bricoler un vous-même pour beaucoup moins cher. Ce petit bijou, c'est quand même très pratique et je suis assez content. C'est ma pièce préférée de tout le système selon moi, parce que vraiment je peux insérer ma pellicule dans le coin. Alors en principe c'est dans l'autre sens, mais voilà. Je peux insérer ma pellicule dedans et juste la faire coulisser comme ça et aller vraiment très très vite, et ma pellicule va bien rester à plat à l'intérieur. Et j'ai aussi avec moi des passe-vues pour différents types de pellicules, entre autres les formats panoramiques et half frame du 35 mm, ainsi que pour le 120 que j'ai pas encore eu le temps d'essayer aujourd'hui, donc ceci n'est pas un avis définitif. D'ailleurs ceci c'est juste pour vous montrer comment faire du scan à la maison, mais pas vraiment pour vous recommander ces produits. Il y a moyen de faire tout ça pour moins cher. Finalement, je vous montre juste vite fait les réglages du R5 parce que c'est assez important. En gros, vous fermez un peu le diaph. Moi, je le mets à F10, ça marche bien. Les ISO le plus bas possible. Une vitesse qui va être du coup adaptée à ce que l'exposition soit bien.
Essayez d'exposer le plus lumineux possible, sans jamais rien cramer bien entendu. Moi là je suis à 1/5, c'est le réglage que j'ai utilisé pour la dernière pellicule. Il est recommandé d'utiliser le même réglage pour toute la pellicule. Balance des blancs automatique, de toute façon il faut absolument faire du RAW, donc la balance des blancs on la fait en post. Pensez à utiliser soit une télécommande pour déclencher votre appareil, histoire de ne pas Pensez à utiliser soit une télécommande, soit un retardateur pour pas générer des tremblements au niveau de l'appareil au moment où vous déclenchez. Voilà, hein, chez moi ça tremble un peu, donc voilà. Cette vidéo n'est pas un tutoriel, vous l'aurez remarqué. Il y a 1000 tutoriels qui expliquent exactement ce que j'ai expliqué aujourd'hui, mais je vais quand même essayer d'être le plus complet. Mais ce qui est vraiment cool, c'est que je me suis pas tant que ça chronométré, mais je pense que scanner une pellicule entière me prend moins de 5 minutes pour un 36 poses. Par contre, ça m'a quand même pris 2-3 heures à retoucher la première pellicule que j'ai fait. Et je pense que je vais devenir meilleur et meilleur à chaque nouvelle pellicule en retouche. Pour l'instant, je suis en train d'apprendre l'utilisation de Negative Lab Pro. Donc voilà, justement, dans Lightroom, on fait la balance des blancs en pointant une partie où il n'y a pas de photo sur le négatif. On recadre pour n'avoir plus que la photo. Et ensuite, on active le plugin Negative Lab Pro. Et Negative Lab Pro a plein de réglages, il faut bidouiller avec un peu tout jusqu'à obtenir un look qui vous plaît. Et Negative Lab Pro c'est vraiment super, si ce n'est que il a craché quand même 3 fois sur une pellicule, ce qui est assez inquiétant parce que j'ai pas l'habitude que Lightroom crache. En général sur mon ordinateur qui est quand même assez performant, assez haut de gamme, mon Lightroom ne crache pas. Je ne pense pas l'avoir vu cracher une seule fois en 3 ans. Et là, il a craché 3 fois sur cette pellicule, donc sur ces 36 expos. Il y a peut-être des petits soucis d'optimisation avec le plugin en ce moment, peut-être que ce sera corrigé. À ce prix-là, c'est pas dingue. Donc vous pouvez être sûr que je vais écrire un mail au créateur. Après, le créateur, voilà, il fait ça comme il peut. Mais pour 100 € quand même, offre-nous un genre de garantie, quoi. Parce que 3 crashs en genre 3 heures... C'est ma minuterie pour me dire que ma lessive est finie. On va donc gentiment conclure. Conclusion, si vous n'êtes pas méga content des résultats que vous fournissent votre labo, vous avez peut-être moyen de discuter et de négocier avec eux, dépendamment de comment le labo est fréquenté. Ils ont peut-être moyen de vous faire un service personnalisé. Mais si comme pour moi c'est plus possible, eh ben peut-être que votre seule solution c'est de faire du scan à la maison. C'est ce que je me suis mis à faire. Je suis plutôt content des résultats. Ça m'a pris quand même beaucoup de temps à scanner cette première pellicule et je suis pas méga fan de comment je l'ai scanné honnêtement. Après, vu qu'il n'y a aucune photo sur cette pellicule qui m'importe tant que ça, je me suis pas embêté à refaire différemment. Et c'est plus une question de retouche qu'une question de scan à mon avis. C'est là où je vais devoir bien m'améliorer. Je me rends compte aussi que les scans qui étaient faits par le labo, entre les automatismes du scanner et ce que faisait la laborantine derrière l'écran avant de me fournir les fichiers, il y avait pas mal de retouches qui étaient déjà faites d'un point de vue exposition, d'un point de vue densité, d'un point de vue contraste, qui fait que j'avais l'impression que mes pellicules étaient plus consistantes dans le sens d'un point de vue exposition, qu'on n'avait pas des expositions drastiquement différentes d'une image à l'autre. Ce qui n'est pas ce que j'ai remarqué en scannant moi-même. Donc peut-être qu'il faudrait que j'expose mieux. Peut-être que je me rends compte aujourd'hui que j'expose pas aussi bien que ce que je pensais. Après, je veux dire, je me fie beaucoup à la cellule de mon appareil, donc est-ce que c'est vraiment ma faute? Pour m'entraîner un peu, je me suis amusé aussi à rescanner quelques vieilles images, des images un peu aléatoires. Franchement, j'ai tenté de tester différents types d'images et voici un exemple spécifique dont je suis assez content du résultat. Je vous mets côte à côte la version qui avait été scannée au labo en 2018 et la version scannée aujourd'hui avec le nouveau setup et vous voyez que j'ai tenté d'imiter les couleurs du scan original que j'aimais beaucoup et que je suis très content. Ça m'a pris du temps, c'était pas mal de travail, mais ça paye parce que je trouve le résultat vraiment sympa personnellement. Vous, comment vous faites? Est-ce que vous scannez à la maison? Est-ce que vous développez à la maison? Est-ce que vous scannez plus développer à la maison? Est-ce que vous faites tout faire au labo? Dites-moi, je veux savoir si vous avez des bons plans. Si vous scannez vous-même, qu'est-ce que vous utilisez pour scanner? Est-ce que vous utilisez justement un setup comme le mien? Ou est-ce que vous faites ça avec un vrai scanner à plat, un scanner à pellicule? Qu'en pensez-vous? Discutons dans les commentaires, je sais qu'il y a plein de gens qui vont tomber sur cette vidéo et qui seront là justement en train de se poser des questions comme les miennes et qui seront peut-être pas d'accord avec le setup et le système que j'utilise. Et du coup pour ces personnes, ça peut être bien que vous partagiez comment vous faites vous parce que peut-être que ça leur conviendrait mieux. Il y a un truc que j'ai pas mentionné dans le début de la vidéo et que je pense qui est assez important, c'est que peut-être que vous
vous prenez du plaisir à scanner et à développer vous-même. Et dans ce cas-là, vous êtes tout à fait légitime à le faire. Moi, personnellement, c'est pas un truc que j'apprécie tant que ça. J'aime le processus de création d'images et j'aime le résultat, mais j'aime pas spécialement l'entre-deux. Et du coup, le scan et le développement, bien que ça ait été mon métier, c'est pas quelque chose que je fais volontairement. C'est un peu comme la cuisine. Honnêtement, j'aime pas du tout cuisiner. Pourtant, faut bien que je me nourrisse. Donc, si ça tenait qu'à moi et si mon porte-monnaie le permettait, j'irais au restaurant plus souvent. Mais je pense que ce serait pas bon pour ma santé. Mais voilà, peu importe. Et voilà. Merci.